Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Samuel Badjoum, écrivain et chercheur. Soyez le bienvenu. Et nous sommes toujours en compagnie d'Alafé Wakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan, ainsi que de notre éditorialiste Gratien Roukindikiza. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. La piraterie maritime nocive aux économies des pays côtiers. Pour exemple, le port de Cotonou au Bénin a enregistré une baisse de 70% de son trafic en 2011, avec 53 attaques en 2011 et 60 en 2012 en Afrique. La maîtrise des frontières maritimes devient une priorité. Les chefs d'État soulignent la nécessité d'une action commune. Paul de Singwe. Elle a des conséquences économiques, sociales et politiques sur le développement du continent. La piraterie maritime, fléau de plus en plus présent au large des côtes africaines, menace la paix et la sécurité des pays côtiers et même de l'Hinterland. La région du Golfe de Guinée est la zone la plus touchée par ce phénomène. Selon le BMI, le Bureau maritime international, en 2013, 8 navires ont été attaqués au large des côtes africaines et 31 dans le Golfe de Guinée. Il nous faut réagir avec fermeté. Si nous ne voulons pas voir diminuer le flux migratoire des marchandises dans notre espace maritime, si nous ne voulons pas compromettre notre développement et l'équilibre du monde, nous devons réagir sans faillir et sans faiblir pour que notre océan retrouve sa quiétude d'antan. Cela est encore plus vrai pour une région comme la nôtre, où l'économie des États dépend encore largement de notre capacité à créer des richesses. Ces dernières années, la piraterie maritime a considérablement affecté les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde. Les organisations d'armateurs chiffrent le coût des actes de piraterie à 7 milliards de dollars. Les rançons sont passées d'environ 200 000 $ en 2005 à près de 5 millions de dollars en 2012. On savait qu'il y avait des pirates vrais somaliens, on savait qu'ils sont en mer, on savait qu'ils sont dans l'océan Indien, mais on ne savait pas s'ils étaient tout près de notre île ici aux Seychelles. On ne savait pas. Et tout d'un coup, on a quitté l'île, 6 heures de temps après, on a quitté, et voilà, les pirates nous a capturés. Pour faire face à cette situation, plusieurs pays africains se sont lancés dans la recherche de nouvelles stratégies de défense afin de rendre plus efficace leur armée. C'est notamment le cas du Bénin qui, en décembre 2011, a élaboré un plan de lutte contre la piraterie et créé en 2012 la base navale de Grand Popo. Nous avons élaboré une stratégie nationale de sécurité et de sûreté maritime qui a impliqué tous les départements ministériels du Bénin, parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. En dehors de cela, à court terme, le Bénin va se doter de moyens flottants plus robustes, des patrouilleurs qui ont été commandés par le gouvernement. Même son de cloche au Cameroun, où les autorités créent le 20 février 2009 le BIRCOT, une force spéciale d'élite avec pour mission première la sécurisation des côtes du pays. La mission que nous avons, c'est sécuriser les intérêts vitaux du Cameroun en mer, en liaison avec les autres intervenants qui sont les autres forces de maintien de l'ordre, les populations et autres administrations, dans le cadre de l'action de l'État en mer. Malgré les efforts fournis par les pays du Golfe de Guinée pour éradiquer la piraterie maritime, cette menace demeure effective dans cette zone, même si elle a considérablement diminué. Réunis le 24 juin 2013 au Cameroun pour le sommet de Yaoundé sur la sécurité dans le Golfe de Guinée et ensuite à Malabo en Guinée équatoriale, afin d'être plus efficaces, les chefs d'État de la Commission du Golfe de Guinée ont décidé d'apporter une réponse commune aux différentes menaces maritimes qui touchent cette région. Nous vivons des moments difficiles. Ils résultent des effets directs et indirects de la crise économique. La croissance du terrorisme, l'influence des mercenaires qui déstabilisent les gouvernements, la piraterie, les narcotrafiquants, les criminels transfrontaliers et autres phénomènes qui affectent la sécurité des différents États du Golfe sont pour nous une véritable préoccupation.
Cela exige une réponse adéquate et commune pour éviter un véritable danger dans la région. Transfronterizos y otros fenómenos que afectan la estabilidad de los países del Golfo. En 2012, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 2039. Celle-ci appelle les États du Golfe de Guinée à œuvrer pour la mise en place d'une stratégie régionale de lutte contre la piraterie. C'est dans cette optique que la CEEAC, la CEDEAO et la Commission du Golfe de Guinée ont signé en juin 2013 un mémorandum d'entente instituant la création d'un centre interrégional de coordination. Celle-ci est chargée d'assurer la mise en œuvre des stratégies régionales de sûreté et de sécurité maritime. Son siège a été attribué au Cameroun. Reste à présent à offrir à ce centre les moyens pour être plus efficacement opérationnel. Alors, des spécialistes évoquent la présence de navires étrangers, notamment dans le début des années 90 en Somalie, et l'absence de réglementation pour justifier cette situation. Samuel, quelle est votre analyse? La situation est extrêmement délicate, extrêmement dangereuse pour nous. La situation, le problème a commencé, comme vous l'avez dit, à se poser d'abord en Somalie et plus précisément dans l'océan Indien. Dans cette région qui est une voie de passage, normalement avec le canal de Suez, qui tout ce qui part de l'Asie du Sud-Est pour aller en Europe passe par le canal de Suez. Il y avait là un vivier extraordinaire pour les pirates, hein, pour s'emparer des bateaux, et on a vu ce qui s'est passé. Et l'Europe a mis en place une structure qui s'est révélée très efficace, c'est la force Atlanta. L'Union européenne a mis la force Atlanta, qui a commencé à combattre ce phénomène, et ça a commencé à porter des résultats. Alors, le problème s'est transposé progressivement vers le golfe de Guinée. Et parce que c'est une région très, très grande, d'abord, et ensuite parcourue par beaucoup de problèmes inter-États. Je prends par exemple le fond du golfe de Guinée. Le premier mouvement qui s'est posé là-bas, c'était ce qu'on appelait le MEND, mouvement d'émancipation du delta du Niger. Problème interne au Nigeria. Parce que les habitants de cette région estimaient que les ressources qui étaient produites dans leur région, ils étaient écartés de l'usufruit de ces produits. Donc ils ont commencé à mener des combats d'abord contre le Nigeria. Et ensuite s'est greffé dessus le problème entre le Nigeria et le Cameroun, la presqu'île de Bakassi. Donc on a retrouvé là-dedans des éléments qui soit se déporter sur le Cameroun pour poser des actes de piraterie, agresser le Cameroun en disant que c'était des nationalistes nigérians qui ne voulaient pas, qui n'acceptaient pas la perte de Bakassi, puis ensuite ceux du MEND qui voulaient absolument combattre le Nigeria parce qu'il y avait ce problème de l'injustice des réparations, de répartition des biens. Résultat, on a commencé à prendre conscience les uns et les autres du danger qu'il y avait, parce que après, comme j'ai dit, que la piraterie soit déportée du sud-est, enfin de l'océan Indien progressivement vers notre région, le golfe de Guinée. Est-ce que ça signifie que jusqu'à présent, les États du golfe de Guinée ne se sentaient pas menacés par ce phénomène? Non, parce que quand le problème du MEN a duré, hein, ça dure depuis une dizaine d'années. Donc, c'est comme tant que c'était limité à 2 États, il n'y avait pas de menace. Mais malheureusement, le gangstérisme, le banditisme, ça a donné des idées à des gens. Commencer maintenant à attaquer des bateaux, même en haute mer, aller prendre des bateaux dans les ports, parce qu'il y a des bateaux qui ont été détournés dans les ports, avec évidemment, comme il y a beaucoup de ressources, c'est multiforme, parce qu'il y a certains bateaux qu'on détourne pour pomper la cargaison de pétrole. Justement, quels sont les navires les plus menacés? C'est les chimiquiers, les vraquiers, les tankers. Parce que là, tout de suite, comment dirais-je, ils arrivent à vendre, à écouler le stock rapidement, parce qu'il y a une demande. Par la suite, donc, il y a des petits groupes de gangsters qui ont vu l'intérêt de détourner des bateaux qui ont des biens, des conteneurs avec beaucoup de biens, de marchandises, et ça a commencé à s'étendre. Et la menace maintenant s'est déplacée de la côte vers la haute mer, puisque
il y a eu des bateaux qui ont été enlevés du Ghana, qui sont retrouvés en haute mer. Alors poursuivons ce tour de table, Samuel, avant de revenir vers vous. Alafé Wakili, quel regard portez-vous sur l'évolution de ce fléau? Ce fléau a évolué à un rythme exponentiel qui a lieu d'inquiéter, mais il y a eu une riposte qui est en marche. On a vu le sommet de Yaoundé et celui de Malabo. Et je pense que s'il y a une législation qui est mise en place, vous voyez, au niveau du diamant pour les pays en conflit, on a parlé du processus de Kimberley. Je pense que si la législation au niveau de la piraterie maritime, en liaison avec tous les ports et toutes les frontières des pays africains ou du monde, prévoit une traçabilité des produits de contrebande qui sortiraient de ces attaques-là, ça peut être un début de solution, de sorte que ceux qui iraient prendre du pétrole, des produits dans ces gros navires, ne pourraient pas les écouler dans un pays qui a signé une convention et ils n'auraient plus intérêt à récupérer ce genre de choses. Ça peut être en dehors de l'usage de la force militaire et des structures maritimes qu'on mettra en place, qui sont envisagées comme le projet Atlanta de l'Europe. En dehors de cela, ça peut être aussi un début de solution à ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui crée des dégâts aussi humains à côté des dégâts matériels et économiques, parce que quelquefois il y a des prises d'otages et il y a des morts d'hommes malheureusement. Gratien, que pensez-vous justement de l'adaptation du droit interne de chaque pays? Oui, c'est une bonne chose, mais il faut toujours, il y a le droit interne et le droit international, mais concernant la piraterie, ce qui importe le plus, il a bien parlé du contrôle de la marchandise, de l'écoulement de cette marchandise. Il y a surtout le renseignement, parce que dans plusieurs pays, il y a la piraterie, parce qu'il y a la faiblesse des États. C'est notamment le cas en Somalie, l'Afrique au niveau de l'océan Indien. Tout est parti de la Somalie, il y a une partie qui échappait au contrôle, il y avait des ports qui recevaient les bateaux détournés. Du côté du golfe de Guinée, il y a aussi une certaine faiblesse des États, parce qu'il y a des rébellions qui contrôlent où les bateaux peuvent accoster. Les pirates ne peuvent pas aller prendre des bateaux, courir un risque, s'ils ne peuvent pas écouler la marchandise, s'ils ne peuvent pas rejoindre les côtes rapidement. On ne peut pas comprendre, par exemple, un pirate qui partirait du golfe de Guinée pour aller au Brésil. C'est pratiquement impossible. C'est qu'ils peuvent aller soit au Nigeria, soit à Bénin ou Cameroun, dans ces pays. Il y a toujours un problème de centralisation, de renseignement aussi pour savoir qui est pirate, qui fait quoi, notamment on contrôle, parce que ces pirates partent de ces pays, ils ne viennent pas d'ailleurs, sont des Nigérians, sont des Béninois, sont des Camerounais, donc les États peuvent facilement contrôler par le biais des renseignements qui est centralisé au niveau des États. Oui, s'ils n'ont pas de base arrière, s'ils n'ont pas de point de chute, c'est déjà un début de solution avec la mise en synergie des différents services de renseignement. S'ils n'ont pas de base arrière, n'ont pas de point de chute, je pense que ça va être un peu plus difficile pour eux d'agir parce qu'ils ne peuvent pas vivre en haute mer. Ils sont obligés de retourner vers une base pour se réapprovisionner en carburant, en autre, en fuel pour pouvoir tenir là où ils sont. Et même aussi en alimentation, en beaucoup de choses. Et c'est cette base-là qu'il faut arriver à maîtriser et couper pour les rendre moins opérationnels. Samuel, oui, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'il y a une très grande inquiétude à avoir dans cette affaire, parce que l'Afrique est devenue la plaque tournante de tous les trafics mafieux. Et moi, ce que je redoute le plus, c'est d'abord, on a vu ce phénomène de importation de drogue sur une vaste échelle, drogue venant d'Amérique latine. À partir du moment où la côte africaine, le golfe de Guinée, est une immense zone à ciel ouvert, j'ai peur, en plus, comme l'a souligné, sur la fragilité des États. Prenez par exemple un pays comme la Guinée-Bissau, c'est devenu un narco-État. Les dirigeants sont là et qu'est-ce qui va se passer si on vient leur dire, bon voilà, on va détourner un bateau, aller prendre de la drogue, venir, on se laisse acheter et ça peut déboucher sur beaucoup de choses. Et une autre menace que moi je perçois, qui n'a peut-être pour le moment aucun lien direct avec le trafic maritime, c'est ces trafics-là, comme par exemple les braconniers
qui pénètrent à l'intérieur des États maintenant. Et comme il y a souvent une synergie entre les différents clans mafieux, ce que moi je redoute personnellement, c'est qu'à un moment donné, des djihadistes ne trouvent là un moyen de venir, à partir de la mer, pénétrer à l'intérieur des États. Vous avez vu toute la zone sahélo-sahélienne qui part de Dakar jusqu'en Somalie. C'est une zone qui est devenue tellement perméable, tellement fragile que j'ai peur, moi, personnellement, qu'à un moment donné, il y ait une conjonction, une entente vraiment implicite et même ouverte entre les différents clans de mafieux, de djihadistes et tout, pour envahir la zone et mettre toute la côte africaine en danger. Ça, c'est la menace que moi je perçois à moyen terme. Samuel, avant de passer la parole aux autres personnes, le profil des pirates d'hier et d'aujourd'hui est-il le même? Il y a des variations. Parce que hier, c'était, bon, comme a dit notre ami, c'était des gens en Somalie qui n'avaient pas plus d'État. C'était des gens, des pêcheurs, d'anciens pêcheurs, qui n'arrivaient plus à manger, qui n'avaient plus à se servir puisqu'ils n'avaient plus d'État, et qui se sont lancés dans le trafic. Et comme ça s'est révélé juteux, ils ont continué. Là, en Afrique de l'Ouest, ce sont des petits trafiquants, c'est des petits, pour le moment, il faut bien préciser, c'est des petits, des gangs petits, comme on dit, des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, et qui se laissent facilement entraîner dans des coups durs, dans des coups comme ça, parce que ça rapporte gros et on ne risque pas grand-chose. Et là, il a bien fait de dire qu'il faudrait qu'il y ait, comment dirais-je, une unité sécuritaire des États, que les États mettent en place, et Dieu merci, ils sont en train d'en prendre conscience, mettre en place un système inter-État pour assurer la protection de tout le monde. Parce que là, maintenant, il n'est plus question, comme par le passé, de dire que là, ça, c'est mon voisin, ça ne me concerne pas, parce que maintenant, tout le monde est impliqué. La preuve, c'est qu'il y a quelques semaines, un bateau turc a été arraisonné au large de Port-Gentil, et des bateaux qui ont été arraisonnés au Ghana, au Bénin, et un peu partout, en Côte d'Ivoire, ça devient un phénomène général. La seule façon de lutter contre ça, c'est de se donner la main ensemble. Gracias. La piraterie a évolué dans ces jours. Aujourd'hui, selon les spécialistes, les pirates, ceux qui vont saisir les bateaux à l'intérieur dans la mer, gagnent en moins de 1% du butin qu'ils rapportent. C'est-à-dire qu'il y a eu des professionnels qui managent, qui sont là, qui envoient des gens, des employés pratiquement pour chercher les bateaux. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que il y a aussi un autre phénomène qui se développe, c'est qu'au sein des services de sécurité des États, il y a beaucoup de complices. On a vu le cas en Guinée-Bissau, notamment au niveau de la drogue. Quelqu'un d'un rang d'un chef d'état-major qui se fait attraper en train d'être complice avec des trafiquants. Mais il y a eu cet avion qui a atterri au Mali avec de la drogue et tout. Donc. Il y a tout de même des dispositifs qui sont mis en place par les autorités justement pour lutter contre ce phénomène de la piraterie maritime. Il y a le BIR au Cameroun, on a entendu la base navale Grand Popo au Bénin. À la fin, pour conclure ce débat, que pensez-vous de l'efficacité de ces mécanismes? Je pense que c'est positif, hein, parce que comme on l'a dit, les pirates ne fonctionnent pas avec une simple arme ni des gadgets. C'est des gros navires qu'ils attaquent. Donc ils sont hyper équipés, ils sont armés. Et pour que ça fonctionne, ça ne peut pas souvent se faire sans de véritables complicités, sans l'apport d'éléments internes dans les États. Donc si des pays comme le Bénin, comme le Cameroun, la Guinée-Bissau, malgré tout ce qu'on dit, essaie de mettre en place des structures pour contrer cela, on ne peut qu'encourager et se dire que ça peut avoir une efficacité positive à long terme. Merci messieurs. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Tenue d'une conférence nationale en Centrafrique, l'annonce a été faite ce dimanche par le président de la transition, Michel Djotodia. Objectif permettre au pays de remédier à une profonde crise sécuritaire et humanitaire. Et puis la constitution égyptienne donne des pouvoirs importants à l'armée nationale. C'est le résultat des votes des membres du comité des 50 ce dimanche. Certains textes constitutionnels n'ayant pas été validés seront évoqués lors d'une séance à huis clos. Samuel Badjoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain et chercheur. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.